Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 507 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur le meurtre de Philippine, ce visage peut-être encore celui d'un francocide et son traitement médiatique. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à la transition ministérielle et déjà les premières bourdes, nous allons le voir. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant, quant à lui, sera consacré à Geoffroy Lejeune, le Rastignac de droite. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et à l'infolettre de TV Liberté, disponible sur tvl.fr. C'est parti pour le Immédiat numéro 507. L'image de la semaine, c'est ce visage, celui de Philippine, une nouvelle victime de l'immigration, dont le corps a été retrouvé ce samedi dans le bois de Boulogne. Le suspect de 22 ans, né au Maroc, était en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été déjà condamné en octobre 2021 pour des faits de viol commis en 2019, alors qu'il était mineur. Ciblé par une obligation de quitter le territoire français, qui n'a jamais été appliqué, le suspect, libéré par décision d'un juge, était assigné à résidence dans un hôtel où on logeait et où il avait été mis à disposition. Il n'a jamais respecté cette assignation à résidence et a disparu dans la nature. Une statistique du compte X Marc Vanguard nous apprend que 1 million d'OQTF depuis 10 ans n'ont pas été exécutés. Jean-Yves, s'agit-il encore d'un francocide et est-ce que l'État est responsable ? Oui, c'est un francocide de plus. L'immigration joue un rôle considérable, en tout cas disproportionné par rapport à son nombre en matière de délinquance, de criminalité, de meurtre et de viol. Et il y a une défaillance de l'État pour une raison simple, c'est que les moyens de police ou de justice n'ont pas suivi l'explosion de la population immigrée qui a des taux de délinquance beaucoup plus élevés que la population d'origine. Donc on importe potentiellement des criminels et on n'a pas les moyens à mettre en face, y compris en termes de places de prison. On dit que les prisons sont pleines, oui, mais parce qu'on n'a pas adapté le volume des prisons au volume de la population délinquante. Il aurait peut-être d'ailleurs mieux fallu éviter de faire venir des populations potentiellement délinquantes. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est l'immigration. La véritable solution, c'est la remigration. Il y a aussi le laxisme qui est mis en cause, le laxisme judiciaire. C'est un juge qui a libéré cet individu. Pourtant, le laxisme de la justice n'existe pas, selon Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux. Comme le souligne ce tweetos, après le sentiment d'insécurité, voici le sentiment de laxisme. Écoutez Didier Migaud. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon. On pourra rétorquer à M. Migaud que 80% des Français pensent le contraire. Avec ce personnel politique, c'est pas gagné la lutte contre l'insécurité. Et ce drame, qui est le meurtre de Philippine, a suscité plusieurs réactions médiatiques. Sur le service public, on n'est jamais déçu. France 2 notamment cache à ses téléspectateurs que l'individu était sous OQTF. Un homme soupçonné d'être le meurtrier de Philippine, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi, a été interpellé aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est âgé de 22 ans. La jeune fille de 19 ans avait disparu vendredi soir. Son corps avait été découvert le lendemain, caché sous des feuilles lors d'une battue. Le journal de France 2, maintenant, c'est 1 heure. 1 heure tous les jours. Ce crime a fait l'objet de 20 secondes. En taisant les informations essentielles, c'est-à-dire le nom du suspect et le fait qu'il avait été récidiviste et le fait qu'il était sous OQTF qui n'avait pas été mis en œuvre. C'est
de la désinformation par occultation. 20 secondes sur 1 heure, le reste, c'est de la propagande. L'information véritable, elle est occultée. France 2, le service public payé par les impôts des Français. Et la presse écrite, quant à elle, n'occulte généralement pas le fait que ce migrant était sous OQTF, mais elle dénonce l'habituelle récupération de l'extrême droite, avec Le Point notamment. Mort de Philippines, la droite et l'extrême droite laissent éclater leur colère. Le Télégramme affirme quant à lui que l'extrême droite est immédiatement montée au créneau. Jean-Yves, est-ce que c'est la prétendue extrême droite ou les Français, tout simplement, qui en ont marre, qu'on tue leurs filles, leurs sœurs, leurs mères ? On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, que c'est toujours la même logique, le même processus médiatique. C'est tout simplement le réel qui ne peut plus être complètement camouflé. C'est malheureusement pas tout à fait nouveau. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu l'affaire de Lorraine Schmitt, qui avait été violée et tuée dans un RER, dans le Val d'Oise. On en avait un peu parlé parce que le père qui était colonel de l'armée française, avait porté un peu les choses. Et figurez-vous que le père, la photo du père, s'est retrouvée au siège du syndicat de la magistrature, au mur des cons. Immonde. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée, non pas de ce que sont l'ensemble des magistrats, bien sûr, mais de ce que peuvent être les magistrats du syndicat de la magistrature, qui représentent quand même le tiers du corps judiciaire, et qui surtout font régner leur influence, sinon leur terreur, sur les 2 autres tiers. Et du côté des politiques et des médias pro-immigration, certains ont été bien inspirés par le timing avec nos habituels experts de plateau de BFM TV. Ici, c'est Guillaume Fard, qui, selon lui, il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans l'affaire de Philippines. Écoutez. À quel moment la peine n'est pas appliquée là, dans l'affaire dont on parle? Il faut être précis un instant. D'abord, vous dites le verdict est trop clément. Moi, je vous renvoie au fait que c'est une cour d'assises. Oui. Donc, c'est pas seulement les juges, c'est les juges et des citoyens français. Première chose. Alors, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Si, il y a eu des dysfonctionnements, puisque le juge qui a libéré le meurtrier reconnaissait qu'il y avait un risque, libérer le meurtrier par anticipation, qu'il y avait un risque de récidive. Donc, il a pris, si j'ose dire, ses responsabilités. Ensuite, il y a eu une série de cafouillages administratifs qui font qu'il n'y a pas eu la sortie de prison accompagnée de la mise dans l'avion. C'est ça la véritable solution. On devrait, mais peut-être faut-il changer les règles, on devrait prévoir avant la sortie de prison le retour, le visa de réadmission de la part du pays d'origine. C'est un problème d'articulation, justice intérieure et diplomatie. C'est toute la difficulté quand même de l'affaire de l'immigration. C'est qu'on dit il y a le ministre de l'Intérieur. Bah oui, le ministre de l'Intérieur, il n'est pas tout seul. Il y a aussi le ministre de la Justice, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères, il y a aussi le ministre des Affaires sociales. Et donc de ce point de vue-là, la création d'un grand ministère de l'immigration, ça se justifierait. Lucie Castet, du côté des politiques, affirme quant à elle qu'elle est plutôt favorable, je cite, à la régularisation de tous les sans-papiers. La tête d'affiche du nouveau Front populaire déclare cela le jour où on apprend l'identité de l'assassin de Philippines. Est-ce que ces gens sont nés avant la honte? Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. Ce sont des idéologues coupés de la réalité. Par définition, l'immigration, c'est bien. La régularisation, c'est bien. La régularisation, il y a régulièrement des régularisations, il y en a tout le temps. Il y en a des fois des vagues de 100 000, et en flux annuel actuellement, il y en a environ 40 000. 40 000 régularisations de clandestins, dont tous ne travaillent pas. Et pour dénoncer cette situation, des manifestations vont être organisées, je crois, Jean-Yves, notamment par le collectif Némésis. Oui, alors Némésis, qui est un collectif de jeunes femmes féministes identitaires, organise un hommage
à Place d'Enfer Rochereau, dimanche à 15h. Je pense que c'est assez important que ça ait lieu. Il y avait eu d'ailleurs, en cette même Place d'Enfer Rochereau, un hommage à Lola il y a 2 ans. Je crois qu'il y a d'autres manifestations prévues en province, à Nantes, à Bordeaux, à Aix. Je pense que c'est important de le faire savoir, parce que c'est important de réagir. Place désormais au dossier du jour. Nous apprenions après un long suspense la nomination enfin du gouvernement. Et avec l'ancienne équipe macroniste, ça commence déjà bien. L'ambiance semble un peu tendue. Selon BFM TV, Gabriel Attal va demander à Michel Barnier d'assurer qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG ou les droits LGBT. Alors sur la forme, il semble en tout cas qu'il y ait un style Michel Barnier, comme le souligne ce journaliste rapportant des propos qu'aurait tenus le nouveau Premier ministre à ses ministres. Pas d'esbrouf, s'il vous plaît. Il leur a demandé d'être irréprochables et modestes, d'agir plus que de communiquer, d'agir avant de communiquer. C'est quand même plutôt pas mal, non? C'est une rupture. Il faut laisser sa chance au gouvernement, alors. C'est une rupture, mais je ne sais pas si il a l'équipe qu'il faut pour agir avant de communiquer et être modeste. Mais bon, en tout cas, les orientations du Premier ministre sont une rupture par rapport à l'esbrouf attalienne. Et que pensez-vous de la répartition du gouvernement entre les différentes tendances Il y a quelques éléments conservateurs, pointés du doigt, dénoncés d'ailleurs par les médias comme conservateurs. Je pense à M. Retailleau, je pense à Mme Garnier, je pense aussi au ministre des Universités, mais qui sont quand même noyés dans un ensemble beaucoup plus convenable, beaucoup plus politiquement correct, qui sont M. Migaud, qui sont Mme Panosian et bien d'autres, voilà. Et qui, eux, vont avoir quand même le soutien des médias. C'est-à-dire que les conservateurs, d'ailleurs, ceux qui sont dénoncés, ceux que j'ai cités comme conservateurs, sont dénoncés par les médias comme tels. Tout simplement parce qu'ils ont participé, il y a une dizaine d'années, à la manif pour tous. Dans tous les cas, avec ce nouveau gouvernement, les médias préparent le terrain pour une augmentation des impôts, comme on le voit sur ces articles. Hausse d'impôts des ménages, Le Parisien, le gouvernement cherche le bon dosage. France Info, les impôts les plus riches dans le viseur du gouvernement. Jean-Yves, comment analysez-vous ce travail quand même médiatique de préparation des esprits à l'augmentation des impôts? Alors, il y a une situation financière absolument catastrophique, avec un budget à hauteur de 450 milliards qui n'est pas financé, ou qui est financé par la dette à hauteur de 180 milliards, ce qui est considérable, c'est-à-dire plus du tiers des dépenses publiques sont financés par de la dette. Voilà, c'est ça la réalité. Quand on dit le déficit, c'est 6% du produit intérieur brut, le déficit, c'est entre 35 et 40% du budget de l'État. Donc c'est considérable. Ça, c'est le premier élément. En face de ça, ce que veulent éviter les médias, c'est qu'on touche aux dépenses. Parce que les dépenses, elles servent globalement à entretenir le politiquement correct. C'est les dépenses pour les syndicats, c'est les dépenses pour les associations, c'est les dépenses pour l'immigration, c'est les dépenses pour la transition énergétique. Donc la logique des médias, c'est il ne faut pas toucher aux dépenses, et comme il y a un déficit formidable, eh bien, il va bien falloir augmenter les impôts. Et donc, le gouvernement, paradoxalement, pour le gouvernement Barnier, ce sera, qui est un gouvernement dit de droite, ou d'orientation de droite, ce sera beaucoup plus facile d'augmenter les impôts que de diminuer les dépenses. Quoi qu'il en soit, on a assisté à certains moments forts de cette transition ministérielle. D'abord avec le ministre de l'Intérieur, vous l'avez évoqué, Bruno Retailleau. Du point de vue de sa stratégie de communication médiatique, Retailleau fait preuve de fermeté, du moins dans les mots, en annonçant sur TF1 par exemple, je vais réunir les 10 préfets des départements où il y a le plus d'immigration. Mais sur l'immigration, regardez, je vais réunir dans quelques jours les 10 préfets des 10 départements où il y a le plus de désordre migratoire pour leur demander déjà d'expulser plus, de régulariser moins, et ils me diront aussi quels sont les trous dans la raquette.
On sait que l'ancien protégé de Philippe de Villiers est un habitué des sorties qualifiées de très droitières, comme le rappelle cette compilation à charge de l'INA. Malheureusement pour la France, désormais, l'immigration n'est pas une chance. Tout au long de sa carrière politique, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, a eu des propos fermes, voire conservateurs, sur la question de l'immigration. 1997, il voit en l'immigration une menace pour la France. Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Jean-Yves, un mot sur l'INA et sur Retailleau, ses prises de position fermes, pipeau ou espoir d'ordre? Si vous voulez, c'est un classique. Le ministre de l'Intérieur qui est ferme et le ministre de la Justice qui est de l'autre côté, c'est un classique du théâtre politique depuis plus de 40 ans, puisque ça a commencé sous François Mitterrand avec l'opposition entre Robert Badinter, ministre de la Justice, et Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. C'est un sketch assez ancien. Bon, ceci étant, les déclarations de Retailleau et le comportement qu'il a eu, y compris lors du vote de la loi sur l'immigration, plaide plutôt dans le sens d'une certaine fermeté. Alors, quant à l'INA, puisque vous m'interrogez sur l'INA, l'INA, c'est formidable, ce sont les archives audiovisuelles. Bon. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ont un budget de 100 millions d'euros, ce qui est considérable, tout en faisant payer l'accès à leurs archives, y compris, alors que les archives, au fond, elles appartiennent à l'ensemble des Français, ou devraient appartenir à l'ensemble des Français, et tout en utilisant les 100 millions de subventions de l'État qu'ils ont pour utiliser leurs archives pour faire des petits reportages ou des petits documentaires dans le sens politiquement correct. Comme ce documentaire, si je puis dire, sur Monsieur Retailleau. Avec la petite voix derrière. Avec la petite voix derrière. Alors on peut d'ailleurs dire, dans leur esprit, c'est à charge. Avec la petite voix derrière. On peut aussi penser que ça va plutôt dans le sens de ce qu'on pourrait souhaiter en la matière. Et c'est aussi l'avis, une fois n'est pas coutume, de Routel Krief qui déclare « Les mots sont forts, mais le test n'est pas les mots ». Pour le moment, oui, il y a une question d'affichage. Le test pour Bruno Retailleau, ce ne sont pas les mots. Parce que les mots vont être plus durs, en effet. Jean-Yves, est-ce que ce gouvernement aura le courage de prendre les décisions qui s'imposent au-delà de la communication médiatique ? À mon avis, c'est très difficile parce que la paralysie est organisée par l'opposition des différents ministres. Encore une fois, l'immigration, c'est pas seulement le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère de la Justice, c'est aussi le ministère des Affaires sociales, c'est aussi le ministère du Travail, c'est aussi, et peut-être surtout, le ministère des Affaires étrangères. Or, Retailleau, il a qu'une partie des manettes en main. Et on peut craindre que les autres manettes continuent dans le laxisme général, notamment Madame Panogian, la ministre du Travail, est tout à fait acquise à l'esclavagisme contemporain qu'est l'ubérisation et l'immigration. Pour continuer sur la transition ministérielle, on a assisté à plusieurs reprises à l'évocation de l'arbre généalogique des ministres comme argument d'autorité, comme le souligne le journaliste Paul Sugy sur CNews. En fait, c'était le quart d'heure de célébrité varolien pour des ex-ministres anonymes ou futurs anonymes. Certains de leurs prédécesseurs s'étaient battus pour essayer de rentrer dans l'histoire. Eux se débattaient déjà pour essayer d'avoir un duplex sur les chaînes d'infos. On a eu le rappel ad nauseam des origines qui ne sont acceptables que si elles sont modestes ou immigrées et qui confinent à la leçon de morale. C'est ce que fait Prisca Thévenot lorsqu'elle rappelle ses origines immigrées pour envoyer un message à Bruno Retailleau sur le fait qu'il n'y aurait pas de français de papier. Cet appel à la grand-mère, au grand-père, s'est notamment manifesté avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Grenetet. Pour se donner une légitimité qu'elle n'a peut-être pas dans ce domaine qui est l'éducation, la nouvelle ministre énumère ses parents et proches enseignants. Je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République.
À l'Europe, le ministre Haddad évoque quant à lui l'antisémitisme. Je voudrais vous dire que c'est l'honneur d'une vie de pouvoir travailler à vos côtés dans ce ministère. Je suis issu d'une famille qui en partie a fui l'antisémitisme pour trouver un refuge accueillant, bienveillant. Ou encore pour finir Darmanin et l'histoire de son prénom Moussa. Alors, Jean-Yves, en fait, Darmanin, il dit en creux que les Français sont racistes, si on suit la suite logique de sa pensée. Est-ce que vous pensez que ce procédé qui fait appel un peu au pathos avec les origines familiales est quasi insultant envers les Français? Surtout, je trouve qu'il y a une espèce de narcissisme qui met mal à l'aise. C'est-à-dire, voilà, des gens qui arrivent ou qui partent avec une situation quand même fortement dégradée, en termes de finances publiques, on en a parlé, en termes de sécurité, en termes d'immigration. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en scène, ils font un numéro warolien de mise en scène narcissique. C'est assez indécent. C'est d'ailleurs exactement contraire à ce qu'avait demandé la veille le nouveau Premier ministre, en leur demandant là, un peu de modestie. Un peu de modestie, et ils parlent d'eux-mêmes. Alors, il y a ceux qui partent, évidemment, ils ne sont pas tenus par les consignes du nouveau Premier ministre, mais c'est indécent, quoi. Et après le ministère de l'Intérieur et son changement de style, qui tranche avec Darmanin, arrêtons-nous aussi sur le ministère de l'Économie, avec un événement médiatique cette semaine. Le successeur de Bruno Le Maire fait en effet déjà des siennes. D'abord, le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, avait commencé fort en prenant la parole lors de la passation de pouvoir à Bercy et saluait Bruno Le Maire. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan. Pourtant, comme le souligne ce tweetos, le nouveau ministre de l'Économie, il lui faut 24 heures pour passer de la chance d'un tel bilan à un des pires déficits. Jean-Yves, ces gens changent d'avis comme de chemise. Au-delà de ces mondanités, on voit bien que le bilan laissé par Le Maire à son successeur est un peu un cadeau empoisonné. C'est un bilan catastrophique. C'est un bilan catastrophique puisqu'il a laissé filer le déficit et qu'il a présenté des chiffres faux. C'est-à-dire il a présenté un budget avec un déficit de 5% du PIB. Maintenant, on est à plus de 6%, d'après les déclarations officielles de l'un de ses successeurs. C'est catastrophique, c'est honteux. Honteux. Et lui aussi est parti avec des grandes cérémonies, des applaudissements. Enfin, il y a une indécence. Et ce n'est pas la seule frasque de notre nouveau ministre de l'Économie en si peu de temps. En effet, après avoir estimé que le RN n'appartenait pas à l'arc républicain, il a été recadré par Michel Barnier. Un peu plus de respect, s'il vous plaît, Lucas, quand vous parlez d'arc républicain. Voilà. Le mantra répété comme une prière. Arc républicain. Oui. Voilà. Mais en tout cas, il a été recadré par Michel Barnier, comme le relaie ici BFM TV. Encore une comme ça et d'or. Michel Barnier recadre sèchement Antoine Armand, nouveau ministre de l'Économie, après sa sortie anti-RN. Et après le propos excluant le RN de ce fameux arc républicain, Michel Barnier a aussi appelé Marine Le Pen pour la rassurer et lui signifier que le RN serait bien reçu à Bercy. Réaction de Marine Le Pen. Alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Madame Le Pen, il va y avoir une élection à la vice-présidence de l'AME. Résultat des courses, le ministre s'est excusé dans les colonnes du JDD. Jean-Yves, c'est le RN qui est le nouveau maître du jeu. Est-ce que c'est eux qui décident si le gouvernement reste en place ? Il représente un certain poids, un petit tiers de l'Assemblée, donc c'est normal qu'il soit pris en compte, à la fois d'un point de vue démocratique et tout simplement du point de vue de l'arithmétique politique. Alors je dirais à la décharge du nouveau ministre de l'Économie qui a gaffé quand il a dit en gros LFI est dans l'arc républicain, le RN n'est pas dans l'arc républicain et je ne recevrai pas le RN, c'est qu'il est sous la pression des journalistes d'extrême gauche du service public. Il est sur France Inter et il est vraiment interrogé du point de vue de l'extrême gauche et il n'a pas la capacité de résistance. Il est interrogé par Thomas Legrand, qui est un journaliste éditorialiste de Libération, qui explique qu'il passe 1 heure tous les jours depuis la nuit des temps à lire Libération. Bon, voilà, apparemment, il n'a pas les anticorps nécessaires. Et il met la pression sur ses invités, et ses invités ont tendance à céder. Alors là, c'est
Armand qui s'est fait attraper, mais il arrive même que un élu du RN comme Tanguy se laisse coincer aussi dans les cordes par les journalistes d'extrême gauche du service public. C'est là qu'on voit le poids des médias. Et pour finir sur ces transitions ministérielles, la justice, passation de pouvoir, Éric Dupond-Moretti manque de faire tomber les sceaux lors de la cérémonie. Quel symbole! Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, il faut mieux rire qu'en pleurer, en attendant que M. Dupond-Moretti ne soit nommé à la tête du Conseil constitutionnel, ce qui risque d'arriver lorsque M. Fabius quittera le Conseil constitutionnel dans quelques mois. Place désormais aux pastilles de l'info. Première pastille, plus d'Opinel, plus de champignons. Les personnes ayant dans leur poche un couteau de type Opinel, Laguiole, encourent une lourde sanction. En effet, une expérimentation est testée dans différents territoires qui consiste à sanctionner d'une amende forfaitaire de 500 € et de l'inscription au casier judiciaire le port illégitime d'une arme de catégorie D, je cite. Alors, Jean-Yves, nous l'avions vu déjà en Allemagne, au lieu de s'en prendre à l'agresseur, on interdit les couteaux de cuisine. Comme vous le faites remarquer à la gendarmerie de Charente-Maritime sur leur compte Twitter, si vous croisez un cueilleur de champignons avec un Opinel, est-ce que vous lui mettrez une amende forfaitaire suivie d'une inscription au fichier? Quand même, je me demande parfois si les forces de l'ordre vont vraiment appliquer ces normes iniques. Oui. Ça porte un nom, ce régime, c'est l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire que c'est l'anarchie, on l'a vu. Par exemple, pour l'entrée, le séjour irrégulier en France, c'est l'anarchie. Et en même temps, c'est très macronien, et en même temps, c'est la tyrannie pour le bon citoyen, le citoyen normal, qui a un couteau, notamment à la campagne, parce qu'un couteau, c'est utile pour tailler un bâton, pour couper une branche ou cueillir un champignon. Alors là, lui, il va être susceptible d'être condamné avec un système tout à fait efficace, qui est celui de l'amende forfaitaire, qu'on veut mettre en place pour certains délits d'opinion. Alors l'avantage de l'amende forfaitaire, c'est que ça tombe automatiquement, rapidement, et que celui qui en est la victime a le choix entre payer immédiatement ou s'engager dans des procédures très longues avec très peu de chances de succès. Mais s'il reconnaît immédiatement, en plus de l'amende, il va se trouver inscrit dans un fichier qui va limiter encore plus sa liberté à venir. Formidable. Voilà, formidable. Et c'est les automatismes. Bon, vous n'irez pas aux champignons cet automne. Je ne m'y connais guère en champignons, donc c'est pas trop grave. Hein. Pour moi, en tout cas. Deuxième pastille, interdire le RN en dehors de l'arc républicain. Ça, c'est l'inénarrable Thomas Guénolé qui veut interdire le Rassemblement national, premier parti de France, si ce n'est la peine de le rappeler, prévu, selon lui, par l'article L212-1 du Code de sécurité intérieure, motif d'interdiction, provocation à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine. Et comme le souligne Thierry Mariani lors de cette séquence médiatique, ce qui me choque le plus, c'est le silence des journalistes qui encouragent sans réagir à ces divagations. Jean-Yves, comme le fait remarquer Mariani, aucune réaction médiatique. Que dirait-on, que diraient ces journalistes si on voulait interdire, je sais pas moi, le parti macroniste, par exemple, sur le fondement du complot contre la nation, article 410-1 du Code pénal? Il y aura évidemment des protestations. Là, les journalistes se taisent. Comme ils se sont tus quand Génération Identitaire a été dissous, exactement sur les mêmes bases. Hein. Voilà. Faut pas oublier ça. Où le mouvement Civitas a été dissous, exactement sur les mêmes bases juridiques. À savoir que le discours qui tienne est susceptible de porter atteinte à cet article en incitant à la haine ou à la discrimination, tout simplement parce qu'il parle des questions d'immigration. Voilà. Donc il y a des précédents. Donc Guénolé n'a pas si tort que ça. Et puis manifestement il déroule parce que grâce à ça, non seulement il n'est pas beaucoup contesté par les médias, les journalistes, à part peut-être sur C8, mais il se fait de la notoriété.
Donc, bravo. Troisième pastille, les locaux de l'ICEP incendiés, le silence médiatique. Comme le relève l'Observatoire des violences politiques, malgré les dégradations et le rassemblement Antifa, Marguerite Stern a pu tenir sa conférence à l'ICEP. Jean-Yves, encore une occultation médiatique. Pourquoi l'extrême gauche bénéficie-t-elle de cette impunité ? Pour 2 raisons. D'abord, l'extrême gauche, c'est le camp du bien. C'est le camp du bien, même du très bien, parce qu'ils vont jusqu'au bout. Et puis, une bonne partie de la classe médiatique, elle est proche de l'extrême gauche, soit parce qu'ils sont passés dans les officines trotskistes, soit parce qu'ils ont été à l'UNEF quand ils étaient étudiants, soit parce que l'immense majorité vient d'écoles de journalisme qui sont contrôlés par l'extrême gauche. Donc, ils sont comme larrons en foire. Quatrième pastille, burn-out chez les salariés de Quotidien. Et oui, comme le relève l'OGIM, harcèlement, burn-out, intimidation, droit de grève contesté. Une enquête de Télérama relève les coulisses toxiques, je cite, de Quotidien, bien loin des valeurs vantées par Yann Barthès. On a également Le Figaro qui en parle. Télérama a mené une longue enquête sur le talk show présenté par Yann Barthès. L'ambiance, ce ne serait pas toujours rose. J'arrive derrière ces sourires et ces ricanements, ce sont souvent les bobos qui sont les pires, on dirait. Oui, bien sûr. Mais ils sont en plein... Honnêtement, Quotidien, Yann Barthès sont quand même en chute libre, hein, puisqu'ils sont maintenant passés en termes d'audience. Ils ont été à un moment à 2 millions, ils sont maintenant un peu au-delà de 500 000. Donc ils sont derrière beaucoup d'autres émissions qui ont lieu au même moment, notamment sur CNews par exemple, donc qui sont en déclin. C'est d'ailleurs, je veux dire, le ricanement, ça date d'il y a 30 ans, quoi. C'est l'esprit, ce qu'on appelait l'esprit Canal+, ça a 30 ou 40 ans, ça commence à devenir poussif, quoi. On arrive au terme de ce numéro 507 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, commentez-la. On se retrouve bientôt pour le prochain Immédiat. En attendant, place au portrait piquant de Geoffroy Lejeune. Aujourd'hui, nous présentons celui dont tout le monde parle. Geoffroy Lejeune, le Rastignac de la droite. Né en 1988 à Avignon, après des études de droit, il est diplômé de l'École supérieure du journalisme de Paris en 2011. Il découvre la politique comme attaché parlementaire pour un député UMP. Il fait ses classes au Point, puis il est embauché à Valeurs Actuelles au service Société. En juin 2013, il est nommé rédacteur en chef adjoint et prend la tête du service politique. Fin mai 2016, il est nommé à la tête de la rédaction, devenant à 28 ans le plus jeune rédacteur en chef d'un magazine de ce type. En mai 2015, il avait publié son premier livre, une politique fiction, qui démarre sur une scène entre Patrick Buisson, Philippe de Villiers et Éric Zemmour, et qui se conclut ainsi. La solution, c'est toi qui l'as entre les mains, Éric. Il faut que tu ailles à la présidentielle. Une vision avec quelques années d'avance, puisque c'est en 2022 et non en 2017 qu'Éric Zemmour sera candidat. Valeurs Actuelles sera durement attaqué pendant l'ère Lejeune. Yann Barthès et les terroristes économiques des Sleeping Giants le dénoncent. En 2020, le président de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, interdit une conférence où il figurait. Il déclare dans la foulée à CNews « On invite Edoui Plenel et Fabrice Arfi de Mediapart, mais on n'invite pas Valeurs Actuelles. » Dans le débat public, le sectarisme se trouve exclusivement à gauche. En août 2020, l'hebdomadaire publie un récit humoristique qui place la députée Obono dans la peau d'une esclave subissant la traite négrière. Cri d'orfraie du landerneau politico-médiatique. Geoffroy Lejeune doit présenter ses excuses et perd sa collaboration sur LCI. Le parquet de Paris entame une enquête pour injure raciste. En novembre 2022, il sera relaxé en appel, une sorte de relax moral. Menacé d'être remplacé fin 2022, il réussit à conserver la direction de la rédaction. Ses relations réputées exécrables avec le propriétaire du journal, Iskandar Safa, lui vaudront d'être mis à pied début juin 2023, puis licencié. Les racines de ce licenciement sont plus économiques que politiques.
Iskandar Safa vend du matériel naval militaire. Le style troupe flamboyant de Lejeune pouvait nuire à ses intérêts économiques. À la surprise générale, Lejeune rebondit immédiatement en étant nommé directeur de la direction du JDD, le journal du dimanche, passé de Lagardère à Bolloré. La rédaction se met en grève. On lui souhaite bonne chance dans ce panier de crabes.